Rebonjour, donc je vous propose de commencer. Bienvenue tout d'abord, je suis, Micheline Kabongo, responsable communication, de la société Assial Q-Centris. Donc je vais laisser la parole à, Abderrazak Dahmani, qui va vous parler donc, du sujet je pense que vous attendez. Hem, donc voilà le DevOps et les tests continus et vraiment pour entrer dans le lien de, voilà, être testeur dans un univers DevOps. Abderrazak, je te laisse la main et puis je reprendrai pour la partie un peu, logistique. Voilà. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je vous propose de commencer. Donc, je suis Abderrazak Dahmani, donc directeur du pôle conseil au sein du groupe Assial Q-Centris. Donc, le groupe Assial Q-Centris, donc pour certains, ils ont dû connaître Assial. Aujourd'hui, c'est Assial Q-Centris. Donc, je vais laisser la main pour la partie vraiment administrative et logistique à Micheline et je reviens vers vous pour la suite. OK. Alors donc le webinaire va durer, à peu près 45 minutes, donc c'est-à-dire une partie présentation, d'environ 30 minutes et ensuite, on fera une session questions-réponses. Donc n'hésitez pas, en fait, si vous avez des questions, vous avez la fonction chat, qui est accessible à tous. Pour, poser, l'ensemble, de vos questions et puis, donc nous on les note et dans tous les cas à la fin du webinaire, Abderrazak pourra revenir dessus. Donc voilà, s'il y a vraiment un point particulier, vous pouvez, utiliser la main, pour qu'il puisse, pour qu'Abderrazak puisse, intervenir, enfin vous laisser la parole, mais sinon n'hésitez pas. Le mieux c'est d'indiquer toutes vos questions dans le chat et on revient dessus, lors des échanges, tous ensemble, à la fin. Donc le webinaire est actuellement, en cours d'enregistrement, afin de mettre en place un replay. Donc vous aurez accès, voilà, au webinaire complet avec, la partie, présentation et la partie, questions-réponses à la fin. Et bien sûr, Abderrazak reste disponible, à la fin du webinaire pour échanger avec vous sur toute question. Si on n'a pas forcément le temps d'aborder tous les points, n'hésitez pas à le contacter par email, pour avoir plus d'infos. À toi. Merci. Donc, comme je disais, le groupe Assial Q-Centris, en bref, donc depuis mars, donc Assial a racheté Q-Centris et se sont unis pour former le leader européen des tests logiciels. Donc ça représente 600 personnes avec des delivery centers un peu partout. Vous allez voir en détail par la suite. Donc c'est 600 consultants, donc expertise en test, sur les tests fonctionnels, performance, l'automatisation des tests, l'audit et le conseil en stratégie de test, la formation au métier du test, et puis un centre de service qualification à Nantes, mais aussi en Égypte, au Caire. Donc, comme on le voit à l'écran, donc on est positionné au niveau du groupe en Allemagne, en Suède, en Ukraine, en Autriche, en Suisse, et puis un delivery center en Égypte, et puis le centre en France. Ça représente 7 pays, 19 agences, 5 centres de services, 600 consultants, 250 clients et un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de chiffre d'affaires. Ce que je vous propose pour cette présentation, c'est le plan suivant. Donc déjà de faire un rappel sur ce que c'est que l'intégration continue et le DevOps. Ensuite, de zoomer sur les impacts sur les organisations, ce que ça implique. Ensuite, les impacts sur les tests, donc sur votre propre métier. Et puis surtout, comment y remédier. Puis enfin, on terminera par, comme on l'a précisé, une série de questions-réponses. Une petite synthèse au début pour comprendre ce que c'est DevOps et surtout pourquoi beaucoup d'entreprises s'orientent vers DevOps. On a vu, il y a des exemples concrets. Je vous donne un exemple. Free s'est lancé dans le marché des télécoms, a bouleversé le marché des télécoms. Toutes les entreprises sont poussées par les enjeux et les besoins de transformation digitale et ils ont des multitudes d'applications informatiques et de surcoûts interconnectés et qui dépendent entre elles. Les projets vont de plus en plus vite. On développe en mode agile, par petits bouts, par petits incréments, mais de manière beaucoup plus régulière. Et les entreprises, ils veulent aller beaucoup plus loin en plus, et ils veulent livrer, être plus réactifs, agiles dans leur production et dans l'exploitation des applications. Et c'est la volonté qui les pousse de passer à autre chose
le DevOps. Qu'est-ce que c'est que le DevOps? Donc le DevOps, c'est un terme déjà qui a été lancé par Patrick Debois en 2009, un Belge. Et quand on regarde ce terme, c'est la concaténation de 2 mots. Ça ne se résume pas à rapprocher les développements et les opérations, aussi simplement que ce soit, mais c'est vraiment de faire travailler tout le monde avec plus de communication, plus de collaboration et d'intégration. C'est le rapprochement des 2 équipes. DevOps, ce n'est pas juste ce rapprochement des 2 équipes. C'est aussi un état d'esprit, une approche commune d'un problème. Ça va permettre à l'ensemble de l'équipe de viser juste par rapport aux objectifs de l'entreprise et de permettre à tous d'œuvrer dans un but commun, la réussite du projet dans sa globalité et pas uniquement concernant leur partie. Quand on est en cycle traditionnel, on le verra tout à l'heure, chaque business line, je vais appeler ça business line, je l'appellerai ensuite silo, travaille dans un but qui concerne sa business line, avec des KPI qui concernent sa business line. Et DevOps bouleverse un peu les habitudes, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Avant de voir cela, j'ai besoin de partager avec vous quelques chiffres récents sur DevOps, issus de notre partenaire, Microfocus, qui permettent de visualiser où on en est finalement. 80% des sociétés, si on voit les chiffres, ont adopté le chemin vers DevOps, l'agilité et le DevOps. Et quand on analyse plus en détail, seuls 23%, donc le quart presque, ou un peu plus, ont fait grandir leur démarche à l'échelle de l'entreprise, à l'ensemble de l'entreprise. Et puis si on va un peu plus loin, et on leur pose la question, est-ce que ça apporte la valeur attendue, ce que vous avez mis en œuvre, seulement 15% répondent par l'affirmative. Donc ça veut dire derrière qu'il y a énormément de choses à améliorer, sur tout ce qui a été mis en œuvre autour de l'agilité DevOps aujourd'hui. C'est important de partager avec vous ces chiffres avant de rentrer dans le détail. Puis maintenant, si on projette ces chiffres, parce que ça, c'est des chiffres mondiaux, si on les projette maintenant à l'échelle nationale, donc en France, on est vraiment, pour mon avis sur le marché, on a besoin d'améliorer énormément de choses sur l'agilité de DevOps. J'ai commencé déjà à faire des audits dans des établissements qui ont mis en œuvre des chaînes d'intégration continue, de l'agilité du DevOps, et il y a énormément beaucoup de choses à améliorer. Voilà le constat que je vous fais aujourd'hui au niveau des chiffres, en commentant ces chiffres. Pour comprendre mieux, quand on met en place DevOps, on peut diviser par 2 les activités, voire 3 là, si on va sur le schéma. Une première qui va s'appeler l'intégration continue, et une deuxième qui va s'appeler le déploiement continu pour pouvoir déployer en production les applications de façon systématique et automatique. L'intégration continue va viser à vérifier que à chaque fois qu'un développeur va livrer une ligne de code, une nouvelle ligne de code pour un changement, il va le faire au travers d'outillages. Ces outillages vont permettre de partager l'ensemble des développements en cours, mais il y a un serveur d'intégration continue qui est en charge de compiler, de builder des changements, de réaliser des tests de façon automatique et de packager des déploiements. Ces déploiements sont alors réalisés dans des environnements, et dans ces environnements, c'est là qu'on va faire nos tests, acceptance testing en tout cas, performance testing, et surtout, ces environnements vont permettre de tester tout ce qu'on souhaite avant un éventuel déploiement. Cette synthèse permet d'illustrer ce qui se passe quand on met en place une démarche DevOps, d'intégration continue jusqu'au déploiement continu. On voit par exemple que si on a des problèmes, on va revenir au développeur et ça va re-rentrer dans la boucle continue, d'intégration continue,
pour ensuite seulement aller en déploiement continu, que si on passe la phase de staging. Maintenant, qu'est-ce que ça a comme impact sur les organisations? Quand on décide d'aller vers l'agilité et le DevOps, on passe de cycles de développement différents, d'un cycle traditionnel à un cycle agile, à un cycle qui est beaucoup plus agile, qui est le DevOps. Mais si on regarde bien, on a les lignes métiers, donc l'AMOA, le développement, la partie exploitation, qui se charge des applications, qu'on appelle TMA dans le jargon, ceux qui font les tierces maintenance applicative, une fois qu'une application est en production, et qui surveille en production tout ce qui s'y passe sur cette application. Quand on passe à l'agilité, on réunit les deux premières lignes, donc les deux premiers silos, qui n'en font plus qu'un. Le métier avec la MOA, et ils travaillent en mode agile. Mais on a toujours ce mur entre ce silo et ce silo. Quand on passe à DevOps, finalement, il n'y a plus de mur. Tout le monde travaille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un objectif commun pour apporter les résultats attendus et la valeur attendue de l'entreprise. L'impact derrière, en termes de maturité, en fonction de notre maturité, dans un schéma comme vous le voyez là, qui démarre par la planification jusqu'à l'exploitation, si on réalise la planification, le développement et le build, ça couvre le projet agile, donc la partie agile développement. Si on ajoute le test, on peut dire qu'on réalise de l'intégration continue. On a un serveur d'intégration continue, comme dans le schéma que je vous ai montré juste le slide d'avant, qui permet de compiler tout ce qui est développé pour une release donnée, des incréments, d'exécuter de façon systématique les tests unitaires automatisés et de préparer le packaging pour pouvoir réaliser les tests d'acceptance, de performance et des autres types de tests. Si en plus on rajoute le releasing, on est dans la notion de continuous delivery. Après le continuous delivery, je vous ai montré dans le schéma, on a une phase de staging. Si la phase de staging s'avère positive, on peut rajouter la notion de continuous deployment pour automatiser aussi les déploiements. Une fois que c'est déployé, donc on se donne le choix de déployer toute la release ou une partie de la release. Quand c'est en exploitation, on a aussi une notion de continuous operation qui va permettre de surveiller en production et de remonter les informations pertinentes pour planifier un nouvel incrément. Il peut y avoir des informations en production intéressantes qui vont permettre de faire évoluer notre release ou notre future release. En termes d'outillage maintenant, l'environnement pour travailler dans un monde DevOps, il est très riche. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va avoir des outils pour réaliser l'automatisation de nos tests unitaires, pour gérer notre configuration et gérer l'intégration continue. Serveur d'intégration continue. Pour réaliser le continuous testing, on va avoir besoin d'un outil qui va nous permettre de faire des tests fonctionnels, de gérer nos web services, nos API, et de les tester, et de faire des tests CHM. Pour le déploiement, le continuous deployment, on va avoir besoin d'outils qui vont nous permettre de déployer nos versions et nos environnements. Et on va avoir besoin d'outils aussi pour la partie exploitation, d'outils de monitoring et de tests de performance. Et quand je vous dis que l'environnement est très riche, tout dépend du contexte client, des choix qui sont faits d'une manière stratégique. Mais pour chaque phase que vous voyez là, ça peut être l'un des outils que vous voyez sur chacune des phases suivantes. Donc, quand je dis qu'il est très riche, il est vraiment très riche. On ne va pas demander à quelqu'un d'apprendre ce que vous voyez à l'écran sur tous les outils. Tout dépend de l'environnement où vous allez être. Si vous êtes dans un environnement qui a choisi le cloud de Microsoft, vous allez avoir les outils Microsoft Azure.
Si vous avez choisi Google, par exemple, vous allez avoir toute la suite d'outils qui est embarquée avec Google Cloud Platform. Tout dépend de l'entreprise, de l'écosystème où vous êtes et des choix qui ont été entrepris pour réaliser chacune des activités que vous voyez là, de la planification, build, l'intégration continue, du déploiement, l'exploitation et du continuous feedback. Chacun des outils que vous voyez là, vous avez une petite flèche, permet de couvrir le déploiement. Chacun des outils que vous voyez là permet de couvrir l'exploitation. Chacun des outils que vous voyez sur l'intégration continue, ben, comme vous voyez là, des serveurs d'intégration continue divers, vont permettre de gérer l'intégration continue. Les tests aussi, pour la partie intégration continue et build. Vous avez la partie qui est. Vous avez bien vu que l'environnement est riche. Les défis auxquels font face les organisations quand ils partent vers un environnement DevOps, ben, ça va être justement lié à l'informatique décentralisée, le cloud. Si on choisit, et je vous ai donné l'exemple, Azure, Google, Amazon, ben derrière, on va avoir une suite d'outils forcément qui va être en lien par rapport à la chaîne d'outils nécessaires pour réaliser les nouvelles applications. Quand on choisit ces outils, on va avoir besoin de perfectionner nos employés. On va avoir besoin de faire monter en compétence les différents employés. On va avoir besoin d'améliorer les déploiements logiciels aussi. Donc tout ça, c'est des défis auxquels font face les organisations quand ils choisissent de prendre le chemin vers DevOps. Et surtout, et le dernier qui est important, et on l'a vu avec les chiffres tout à l'heure, il va falloir avoir besoin de s'aligner sur les objectifs de l'entreprise pour atteindre la valeur attendue de ce chemin vers DevOps. Plus précisément pour ce qui nous concerne, qu'est-ce que ça a comme impact sur les tests? Sur les tests, je vous ai dit, on passe d'un cycle de développement à un autre. On voit sur cette figure que j'ai reprise, qui permet de visualiser simplement le passage du cycle traditionnel vers l'agile, vers le DevOps. On voit qu'on a 1, 2, 3, 4 phases principales quand on réalise un projet: design, développement, le test, le déploiement. Quand on passe en agile, on va avoir la phase de design, de code et de test qui va se démultiplier par incrément, et une phase de déploiement qui concerne une release. Quand on décide d'arrêter les itérations et de choisir une release, on réalise un déploiement. Par contre, DevOps, ce que l'on voit, c'est que ça démultiplie toutes les étapes. DevOps va plus loin et met en avant la volonté de vouloir déployer en production chaque incrément de manière systématique. Quand je dis met en avant la volonté, ça veut dire qu'on a le choix de décider de tout déployer ou une seule partie de la release, en fonction justement des informations qu'on remonte de la production, en fonction des types de tests que l'on peut rajouter, comme l'A/B testing et autres, qui permettent de valider qu'une fonction est plus importante qu'une autre et nécessite d'être déployée ou non. En termes de définition avancée du test dans DevOps, moi je le résumerai comme étant la qualité. DevOps testing, c'est une stratégie d'évaluation de la qualité, dans laquelle la plupart des tests sont automatisés et intégrés. On l'a vu avec le serveur d'intégration continue. Une partie des tests vont être systématiquement exécutés dès lors qu'un développeur fait un commit, livre du code. Donc il y aura une partie qui sera automatisée, mais une autre partie reste toujours à tester. Les tests d'acceptance, les tests exploratoires restent manuels. Les évaluations des tests sont effectuées en continu sur des changements incrémentaux d'un produit en utilisant un environnement proche de la production. Et c'est pour ça qu'on le peut avec le parti
continuous deployment. Et de bout en bout pour chaque étape du pipeline DevOps. C'est-à-dire en passant par l'intégration continue avec la partie automatisée que j'ai citée, jusqu'au continuous delivery, qui va permettre d'avoir des environnements pour faire nos tests d'acceptation et nos tests manuels avant le déploiement continu. Et quand on rentre dans des pratiques agiles DevOps, ça nous impose de repenser notre manière de tester. Quand on était en cycle traditionnel ou quand on travaille en cycle traditionnel, beaucoup de tests sont manuels. Quand on passe à DevOps ou à l'agilité, on va accentuer l'automatisation des tests unitaires au fur et à mesure de leur écriture de code. Ça va réduire finalement les tests manuels. On va en avoir beaucoup automatisé, on va tester beaucoup les API et ça pousse à réduire la partie manuelle. Ça ne veut pas dire qu'elle disparaît. Il y a toujours du test exploratoire dans le déploiement, il y a toujours des tests d'acceptation pour vérifier la logique métier au niveau des interfaces API dès que les fonctionnalités sont prêtes. On va automatiser les tests de non-régression afin d'apporter la garantie de bon fonctionnement au niveau de l'IHM quand le logiciel est quasiment complet et disponible dans les environnements avant la phase de déploiement. Et on va ajouter une couche toujours aussi manuelle, moins volumineuse, mais plutôt orientée vers l'exploration du logiciel. Si on essaye de comprendre plus en détail, il y a une notion dans DevOps qui s'appelle le shift left. Le shift left vise à tester au plus tôt, très proche du développement. Comment ça se configure? C'est très clair. On parle d'intégration continue. Ça veut dire que dans l'intégration continue, dans le serveur d'intégration continue, quand on lance la compilation des changements de code, derrière, on lance des tests unitaires et on peut aussi décider de lancer des campagnes de tests de non-régression automatisées pour valider la partie automatisée des tests de non-régression avant de commencer à tester manuellement les nouvelles fonctionnalités de l'itération ou de l'incrément que l'on est en train de développer. Comment on peut faire ça? On fait ça tout simplement parce que au premier incrément, ça va être totalement manuel. Au deuxième incrément, on va commencer à nourrir des tests automatisés. On le voit à l'écran. Donc, au sprint 1, on va le faire totalement manuel. Mais à partir du sprint N+1, on va commencer à automatiser des non-régressions qui seront lancées suite à la compilation du build dans les environnements associés. Et dans ces environnements, on réalisera les tests manuels qui concernent les nouveaux cas de test des user stories du sprint 2. Au fur et à mesure que l'on va avancer, on va faire grossir notre patrimoine de tests de non-régression en se nourrissant d'informations aussi de la production qui va nous indiquer les fonctionnalités les plus utilisées par les utilisateurs et donc les plus critiques qui nécessitent systématiquement des tests à chaque fois qu'on touche au code pour assurer la non-régression. Quand on va vers DevOps, ce schéma est un peu très explicite, on va vers plus de spécialisation finalement. On passe d'une chaîne manuelle à une chaîne qui va être, comme je viens de l'expliquer beaucoup, sur des tests API, sur de l'automatisation des tests, sur des types de tests, comme on le voit, A/B testing, où on va décider de qualifier une fonctionnalité par rapport à une autre pour se donner les moyens de délivrer qu'est-ce qui nécessite d'être délivré et plus que ce qui nécessite d'être délivré et qui correspond aux attentes des utilisateurs. Avec les informations de surveillance en production, on peut avoir toutes ces informations. Mais on voit qu'on va vers plus d'expertise et plus de spécialisation. Quand si on se pose la question, comment y remédier par rapport à ces impacts et comment faire pour répondre à tous ces enjeux qu'on a vus ensemble, comment s'adapter,
On voit qu'il y a nécessité d'avoir plus de compétences sur l'automatisation d'outillage et on voit aussi qu'il y a nécessité de comprendre ces nouvelles démarches qui concernent l'agilité et le DevOps. En matière de qualité sur l'agilité et le DevOps, l'évolution du rôle du testeur va pousser, comme on vient de le voir, vers plus de spécialisation, plus de collaboration et d'intégration avec les différents acteurs. On l'a vu que quand je vous ai présenté tout à l'heure l'impact sur les organisations, les silos, ils disparaissent. Tout le monde travaille dans le même but. Le testeur, il va passer d'un vérificateur réactif à un tuteur proactif, qui non seulement va continuer à tester et valider les fonctionnalités, mais il va devoir aussi créer un esprit qualité de logiciel au sein de l'équipe dans sa globalité, en devenant le gardien du temps qualité produit. Pour ça, il a besoin d'avoir des compétences qu'on voit réparties ici en automatisation, méthodologie agile DevOps, soft skills sur la communication par exemple, bonne pratique de test et outils. Quand je mets soft skills sur la communication, le test dans DevOps, même dans l'intégration continue, même dans le continuous deployment, il y a des types de tests spécifiques à réaliser. Le testeur, qui est le gardien du top, doit aider donc tous ces acteurs à veiller à ce que la qualité soit au rendez-vous et donc vérifier ou les aider à mettre en place des types de tests spécifiques sur chacune des étapes. Si c'est sur le déploiement, avant le déploiement, peut-être qu'on va mettre en place des tests de sécurité avant de déployer en production. Et on a les environnements pré-prod pour le faire. Et donc, je vois émerger, moi, des compétences clés que vous voyez là. Vous avez vu que les outils, par exemple, c'est un sujet qui dépend de l'écosystème où vous serez amené à travailler. Ça peut être Azure DevOps, ça peut être Octane pour Micro Focus, ça peut être d'autres outils, mais vous devez monter en compétence sur tous ces outils et ces nouveaux outils. Les profils maintenant, des profils automatisation, profil méthodologie, profil un peu plus technique au niveau des tests pour faire les tests de sécurité, les tests de performance. Mais il y a aussi une catégorie de profil analyse QA pour continuer à valider l'aspect fonctionnel, mais aussi coaching de tests pour aider les équipes à réaliser les tests qu'il faut sur chacune des étapes du processus. D'immenses opportunités sur les années à venir, horizon 2025, vont émerger avec l'évolution du marché. Comme on le voit là sur ces chiffres sont issus de DevOps Institute, DevOps Institute qui est une institut global sur DevOps. Ça va devenir un acteur essentiel et majeur sur cette évolution de DevOps, comme vous voyez sur les chiffres et sur les nouveaux jobs, donc les nouveaux métiers à venir. DevOps Institute propose 8 programmes sur des certifications reconnues sur DevOps de manière globale sur tous les métiers. Mais l'un qui nous concerne, c'est cette certification, Continuous Testing Foundation. Donc elle va vous apporter une certification et cette certification, elle va couvrir l'aspect Continuous Testing Foundation dans DevOps et donc les concepts au niveau de DevOps, les frameworks et des outils, la planification, les tests, planification, comment on planifie des tests dans un environnement DevOps, comment on automatise, donc les frameworks aussi c'est lié, donc l'automatisation des tests, les types de tests, TDD, BDD, les chaînes outillées de tests, le management, donc les tests management et analysis, comment on gère les ressources, comment on planifie le management des tests, les bénéfices que ça apporte, les stratégies de test. Vous voyez là, il y a des différentes stratégies, A/B testing, Blue Green, Canary, c'est des types de tests que l'on réalise dans les stratégies de test DevOps. La culture, donc l'ingénierie, une culture dans DevOps. Et vous voyez au centre, donc ça c'est vraiment le leaflet de la certification. Donc vous voyez ici
par rapport à la planification, ce que je disais tout de suite, quand on planifie l'intégration continue, le delivery et le déploiement continu, la phase exploitation et le pipeline qui gère l'ensemble, avec les serveurs d'intégration continue dans l'intégration continue. Ensuite, comment on peut s'améliorer? Donc là, j'ai donné une première piste sur la certification, sur le testing autour de DevOps. Mais il y a d'autres, vous avez vu qu'il y a plein d'outils. Donc nous, ce qu'on propose, on a l'Université du Test, on a mis à jour récemment nos programmes de formation et on propose justement de se spécialiser sur l'automatisation des tests avec des outils comme Selenium, Test Complete, Cypress, sur les applications mobiles avec Appium, sur les web services avec Sopui. Mais on a des nouveaux modules sur l'intégration continue, test dans l'intégration continue. Et on propose aussi Continuous Testing Foundation de DevOps Institute. Et vous pouvez d'ores et déjà aller sur notre site Université du Test. On a encore énormément d'informations à vous proposer sur ces formations. Je crois que je suis arrivé au bout, Micheline. Je ne sais pas Oui. si on a des questions. Alors pas de questions sur, le chat, mais n'hésitez pas si vous avez une question, à ce moment-là, à prendre la parole, vu qu'on n'a pas encore de questions sur le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, la pyramide inversée des tests, est-ce théorique ou bien mesurée? Bah, c'est mesuré, dans le sens où, je vais revenir sur la pyramide. Donc sur la pyramide, on voit bien que, et c'est ce que je mettais à l'écran ici, quand on va commencer à tester les API, bah, le fait de tester les API, bah, c'est la logique métier au niveau des interfaces. Donc, une partie de la logique métier, donc des tests métiers finalement, va être couvert par les API. Et donc derrière, quand on crée nos cas de test API, on sait qu'est-ce que ça couvre en termes de fonctionnalité et de logique métier. Donc derrière, on fera des tests automatisés ici. C'est pour ça que la couche diminue sur les tests IHM et automatisés qui couvriront le delta. Ça vous va, Serge? Bonjour, je vais le prendre en audio si ça vous dérange pas. Oui, oui, bien sûr. Je m'attendais à savoir si vous l'aviez constaté, mesuré dans votre pratique auprès des entreprises, parce que ça me semble être théorique et, et pas évident de le concrétiser, parce que la porte de test unitaire automatisé, peu importe qu'il soit automatisé ou manuel, peu importe, Ouais. le plus tôt possible, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui permet de faire maigrir les tests d'IHM comme s'il y avait une surface de test C'est pas identique et les qu'il tests suffisait unitaires, hein. de… C'est pas les tests unitaires qui font maigrir, hein, attention. C'est ça, les tests d'acceptance au niveau API. Les tests d'acceptance au niveau API, d'acceptation là, au niveau API, pour vérifier la logique métier. Et j'ai un client qui a énormément fait de tests automatisés et il a mesuré donc qu'avec des tests API, il réduisait donc cette partie-là. OK? Très bien. On a Très accompagné, bien. hein, qu'on a aidé à mettre en œuvre au niveau des API et au niveau des choix des tests pour l'automatisation des tests. J'avais une autre question, si vous me permettez. Oui, Dans l'un de vos premiers slides, vous parlez de clients qui ont beaucoup d'applications interconnectées entre elles. oui, Or, l'une des conditions d'application de l'agilité, c'est, je crois, euh, d'avoir un degré de faible couplage euh, de, de l'outil développé, pour justement laisser en plus autonomie les équipes de développement agir. oui, mais Comment ça se fonctionne lorsque justement il y a beaucoup de connexions entre non. les applications? Comment ça se met en place Ah, et avec les tests? ça, c'est un cas particulier. Ça, c'est un cas particulier. Donc, quand je disais au début, en expliquant qu'il y a beaucoup d'applications connectées entre elles, c'est justement que les sociétés vont vers DevOps justement pour le pallier.
C'est sur le slide où je dis pourquoi les sociétés vont vers DevOps. C'est pour simplifier ça, justement. D'accord, donc ils vont dans une démarche aussi de limiter la connexion entre ces Exact. applications. Exactement. D'accord, C'est dans ce slide-là que j'explique ça, que j'ai présenté ok, ça. merci. Donc, il y a d'autres questions, je crois, là, qui sont Oui, arrivées. on a 2 Comment autres éviter le questions. paradoxe du pecticide? Ça, je reviendrai vers vous pour ça, sur le paradoxe du pecticide. Mais c'est sûr que comment éviter le paradoxe du pecticide? C'est simple, j'ai expliqué, et je vais revenir sur ce slide. Vous voyez ce slide pour le Sylvestre? Non, c'est pas Sylvestre, c'est Jean. Donc, sur ce slide, j'ai expliqué, je disais que on va nourrir de tests à partir de chaque itération, chaque sprint, là, comme on voit à l'écran, que l'on va automatiser. Mais à chaque nouveau sprint, on va aussi avoir le droit de revoir le contenu du patrimoine que l'on met en exécution des tests dans le serveur d'intégration continue. Donc, si on décide, pour une raison XY, de retirer des tests, ben on les retire. Comment éviter le paradoxe du pesticide? On va avoir aussi des informations, parce qu'on est dans la même équipe, et je l'ai dit tout à l'heure, de la surveillance en production. Ça veut dire qu'en production, l'exploitation, vous pouvez leur demander quelles sont les fonctionnalités les plus utilisées avant d'élaborer votre patrimoine ici et avant de mettre à jour ce patrimoine pour le sprint suivant. Vous avez compris? Est-ce que ça répond à votre question? Allô, oui, Oui, ça répond à ma question. Merci. de rien. Ouais. J'ai une deuxième question, si je me permets. Vas-y, Au vas-y. fait, par rapport à la certification sur les tests en Oui. continu, est-ce que ça donne les compétences pour mettre en place un Non. framework de test Non, c'est pour ça que j'ai présenté, d'autres modules de formation. Avoir OK, les compétences pour mettre en place l'automatisation, l'intégration continue sur le serveur d'intégration continue et autres, ça dépend de l'outil. C'est pour ça que j'ai mis tout à l'heure un dernier slide avec des modules qui disent automatiser avec Selenium, automatiser avec Cypress, automatiser avec. Dans ces modules, par contre, vous allez apprendre à mettre en œuvre. OK? d'accord. C'est-à-dire, par exemple, si on utilise un serveur d'intégration continue en Jenkins, Oui, créer les jobs qui seront oui, exécutés automatiquement. oui. Pas créer les jobs, mais comment composer le framework d'automatisation qui va pouvoir être piloté par Jenkins. D'accord, OK. OK, OK. Merci. Sylvestre a posé la question, et quelqu'un qui a levé la main aussi. Oui, Amina. Quels sont les prérequis de formation? Faut-il avoir un background technique, par exemple, avoir déjà fait du dev? Ça dépend sur quel type de formation tu te positionnes, Sylvestre. Si c'est pour l'automatisation, tout dépend de l'outil. Si l'outil est très open source, il nécessite un peu de connaissance de dev. Si c'est un outil commercial, comme HP UFT, hein, comme je dis HP, mais Microfocus UFT, comme Test Complete, si c'est un commercial, tu auras besoin de peu de développement parce que tu as une interface IHM et tu as un outil qui est à destination et de profil fonctionnel comme de profil développement. Est-ce que ça répond à ta question, Sylvestre? Oui, bonjour, oui, ça répond tout à fait, oui, merci. OK. Ensuite, il y a moi, Tassim. Je vous remercie pour cette présentation riche. C'est exactement de cette manière que notre équipe travaille. Ben voilà, on a moi, Tassim Hicham qui, sauf que pour la partie CICD, on a une équipe indépendante. Donc, il y en a un qui, il y a moi, Tassim. Tu es là, moi, Hicham? Oui, oui, je suis là. Vas-y, hein, partage ton expérience avec tout le monde, hein. Pour moi, pour la présentation, c'est exactement en fait comme ça qu'on travaille sur mes 2 dernières expériences par OK. rapport au sprint. C'est juste que la partie DevOps, où on va lancer le rôle du QA, en fait, Ouais, il termine à lancer sur la partie Jenkins les jobs.
On va pas loin sur la partie créer la pipeline et créer les Bah, jobs, tout ça. C'est une équipe faut laisser ça. indépendante. Mais tu as raison, mais faut laisser ça aux ingénieurs DevOps. C'est Tout eux à qui fait. sont en Oui, charge de oui, gérer les serveurs d'intégration continue et le serveur qui va permettre de déployer en continu. je Ok. vous remercie. Merci. De rien. On avait une question de Amina, je pense, qui levait la main. Vas-y, Amina. Oui, bonjour. Merci Bonjour. beaucoup pour cette présentation. Vraiment, elle est très, très riche et très intéressante. Donc, ma question, c'est aussi au niveau de la pyramide. Donc, permettez-moi, je vais utiliser peut-être un vocabulaire qui peut déranger quelques personnes. Je Vas-y. travaille chez un client qui est en cours de développement et qui va vers le DevOps. Donc, il Ouais. se peut que je mélange le vocabulaire, mais c'est exprès en fait. C'est pour expliquer ma situation. Donc, on est des équipes qui utilisent l'agile, donc qui ne sont pas supposés avoir de responsabilité, mais on essaie quand même de garder des rôles à responsabilité afin de savoir qui fait quoi. Et comme ça, c'est facile de communiquer, surtout quand les personnes, ils sont, comme vous avez mentionné dans l'un de vos slides, aller dans différents endroits du monde et c'est pas évident. Donc, ce que j'essaie de pousser aussi, c'est vraiment que ce test unitaire soit une très, très grande base et afin de réduire les tests manuels. Et ma question, tout simplement, après toute cette présentation, donc, je veux savoir, est-ce que vous avez des retours d'expérience ou des recommandations par rapport aux responsabilités des personnes qui rédigent ces tests unitaires? Est-ce que les développeurs suffisent pour faire ça, ou bien il faut un testeur ou quelqu'un avec un background test pour les aider et les accompagner pour élargir cette base dans les bonnes directions, je veux dire les guidelines en fait. Oui. Est-ce qu'on peut... La réponse, elle est simple, hein. Et c'est pour ça que je vais revenir, pas sur la pyramide, mais sur les chiffres. Et là, je vais peut-être aussi employer un terme assez crash. Donc, il y a, là, dans les chiffres, on voit, et je vous l'ai dit au début, avant de commencer, que 15% des sociétés qui sont parties vers l'agilité DevOps ne sont pas satisfaits. Ouais. Ils ne sont pas satisfaits. Pourquoi ils ne sont pas satisfaits? La question, c'était la valeur. Mais la valeur, c'est pas que la valeur métier. C'est parce que ça ne correspond pas, parce que ça ne marche pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il va falloir tuner. J'ai commencé à faire des audits et j'en ai parlé avec des clients. Dans la présentation, j'ai donné un exemple. Un client qui avait mis une chaîne d'intégration continue qu'on a aidé pour améliorer la couverture de test. Et la couverture de test, je te confirme, elle peut se faire que par des testeurs, pas des développeurs, pas des PO, pas des... Tu as compris, Amina? Oui, Elle peut exactement. se faire qu'avec des testeurs. Et si, pourquoi je remets les chiffres? C'est parce que beaucoup ont donné le rôle à des développeurs, ont donné le rôle à des PO, mais les PO et les développeurs, ils ont un autre métier que tester. Tu as compris? Et c'est pour ça que j'ai parlé de certification. Et la certification, par exemple, d'un ingénieur testeur de DevOps Institute va lui permettre de confirmer, comme avec les certifications ISTQB Agile aussi, permettent de confirmer qu'il peut travailler en environnement agile et créer des cas de test en mode agile à partir des user stories, ensuite d'enchaîner sur l'intégration continue et de pouvoir automatiser certains et systématiquement les jouer dans le serveur d'intégration continue. Tu as compris? Oui, c'est, ça fait sens pour moi parce que c'est ce que j'essaie de prêcher donc tous les Après, jours si chez mon tu as que, client. après, si tu as que des développeurs en face de toi, ça va être compliqué, quoi. Exactement, exactement. C'est ce que j'essaie de pousser, que je ne peux pas faire de la magie avec des développeurs qui n'ont pas de connaissances au niveau testing. Et c'est compliqué d'élargir la base de couverture, surtout on a mis une barre très très haute. Donc voilà, juste une toute dernière question, ces statistiques que vous montrez ici, les pourcentages. Oui, ça vient de Microfocus. Donc Microfocus qui, pour votre info, hein, moi j'ai travaillé chez Microfocus plus de 4 ans, 5 ans. J'ai déployé l'outil qui s'appelle Octane. Donc Octane, c'est un outil ALM pour les projets agiles et DevOps. Et donc systématiquement, et Octane est apparu parce qu'il y a en 2015, Gartner disait que justement les sociétés vont être confrontées à deux modes. Le mode traditionnel, l'informatique traditionnelle, et le mode Fast IT. Fast IT,
qui est le mode agile, DevOps, qui va plus vite, les applications digitales et autres. Et donc, on a développé from scratch un nouvel outil il y a 5 ans qui s'appelle Octane, qui est disponible là et qui est très mature maintenant. Mais moi, il y a 5 ans, j'étais trop en avance par rapport au marché. Et quand je présentais Octane aux clients, ben, ça parlait pas. Mais aujourd'hui, ça parle à mon avis. Vous avez D'accord. compris. Et Oui. je vous oriente à vérifier Octane sur Internet, hein, il y a des vidéos. Pourquoi? Parce que Octane va s'intégrer avec le serveur d'intégration continue du projet DevOps ou les serveurs d'intégration continue et va permettre d'aspirer finalement le contenu des exécutions du serveur d'intégration continue et vous allez pouvoir rapidement savoir si un build est bon. Et quand il n'est pas bon, vous allez aussi pouvoir rapidement savoir quel est le commit et quelle est l'équipe de développement qui a fait les commits pour fixer le problème rapidement. Ok, parfait. J'ai eu la réponse que je voulais. Ça confirme ce que je disais. Donc voilà, je suis pas je dis pas des erreurs aux clients. Non, Merci mais c'est beaucoup. ça, mais c'est exactement ça. Après, c'est difficile de changer quand on a fait des choix stratégiques, des outils, etc. Le DevOps et l'agilité sont partis à un moment où il n'y avait pas vraiment d'outils commerciaux à l'époque pour les aider. Donc, ils sont partis sur des choix open source, hein, des choix gratuits, entre guillemets. Mais gratuit, il n'y a rien qui est gratuit. Derrière, il y a la maintenance, il y a les évolutions de version, il y a tout ça à mettre en place. Et au bout d'un moment, ça coûte bonbon, quoi. Exactement. Moi, ce que je dis maintenant, c'est que le test est un métier un petit peu silencieux qui vient au bout de la chaîne. Et si le début n'est pas bon, avec des exigences bien rédigées, avec des critères d'acceptation, Ben oui, c'est ça les critères d'acceptation. exactement. Du coup, c'est un peu compliqué de ramener à la fin de la chaîne et convaincre le développeur ou le seul testeur pour une équipe de dizaines de Je sais faire que le c'est et pas évident. d'améliorer la couverture. Donc, ok, c'est bon, j'ai eu la réponse que je voulais. Merci beaucoup. Très bien. D'autres questions? Ah, Alors, il y a d'autres questions. on a juste une dernière remarque de Les devs sont Hicham. responsables. Je vais regarder. Les devs sont responsables en général des tests unitaires. Le QA est plutôt responsable sur les tests API, HTML, end-to-end. Ouais, c'est ça. C'est une affirmation, c'est pas une question là. Oui, Je une petite confirme. remarque, oui. Bah, je vous Donc propose je à ce moment-là confirme. de clôturer. Si on n'a pas d'autres questions, peut-être Moi, si on... j'ai une Ah, petite remarque Oui, à rajouter par rapport aux commentaires de Hicham. Je suis bien d'accord que les développeurs sont responsables des tests unitaires, mais si on a un testeur ou un test manager dans l'équipe, il peut exiger un certain pourcentage. Par exemple, moi, j'exige chez le client que les tests unitaires soient à hauteur de 90% valides pour que les testeurs QA commencent à tester. C'est pour dire que l'environnement est suffisamment stable pour que nous, on commence le travail. oui. Donc, Amina, c'est je un travail précise. collaboratif. Amina, je complète. S'il y a une chaîne d'intégration continue, ben, tu n'auras pas le. En gros, ce que tu dis là, les 80%, il faut les mettre dans le serveur d'intégration continue. Et donc, tant que ces tests ne sont pas exécutés, des tests unitaires automatisés, entre guillemets, dans le serveur d'intégration continue à 80%, tu n'auras pas le drapeau vert, entre guillemets, pour te dire que le build est OK pour tes tests à toi, IHM et autres. Tu as compris? Oui, oui, c'est juste pour dire. Normalement, il faut vraiment l'instancier dans le serveur d'intégration continue. Exactement, juste pour dire que le testeur, il peut aussi collaborer avec les développeurs, bien sûr en évitant qu'il y aura le paradoxe de pesticide, juste pour dire, voilà, est-ce que l'environnement est assez stable ou pas. OK. ok, d'autres questions peut-être? Non. Ok. Donc, moi, je reste à votre disposition, hein. Donc, je vais mettre là sur le chat mon email, comme ça vous l'avez. Mais sur LinkedIn, hein, je réponds aussi. Donc, je vous ai mis mon email sur le chat, comme ça vous l'avez. Et sur LinkedIn, n'hésitez pas à vous connecter avec moi.
Et dans tous les cas, ce qui est prévu, donc c'est pas la dernière fois, que vous verrez Abderrazak, on a prévu, donc comme vous avez pu le constater, c'est un webinar, série. Donc nous ferons, plusieurs, webinaires sur la même thématique, on va dire, de l'évolution du métier, avec différents sujets. Donc le grand thème de l'évolution et différents sujets, donc n'hésitez pas à rester connectés et à garder un œil, sur, l'actualité du groupe pour savoir, les prochains webinaires qui peuvent vous intéresser. Le prochain qui a lieu n'est pas un webinaire série, mais c'est un webinaire, outil, et il sera donc, sur, l'outil Le Cypress. mardi. Abderrazak l'a d'ailleurs mentionné. Je vais le mettre, je vais le mettre. Voilà, et il aura lieu donc dans un mois, jour pour jour, si je ne me trompe pas, à 14h avec un autre de notre collaborateur, Achraf Chakiri. Voilà, donc dans tous les cas, on vous recommuniquera les informations si vous souhaitez, participer et bien sûr, il y aura toutes les informations, sur nos réseaux pour, les prochains épisodes, de ce webinaire série aussi. Voilà, donc en tout cas, merci à vous et bien sûr, oui, je vois, nous aurons l'enregistrement par email. Alors, nous vous enverrons en fait un lien qui vous permettra, vous pourrez, à partir du lien, accéder en fait au replay. Donc vous le recevrez, entre cette semaine et la semaine prochaine, le temps que nous puissions, voilà, tout mettre à disposition, pour que vous ayez un bon replay. Mais, vous recevrez un petit mail, qui vous avertira. Merci à tous en tout cas et on reste disponible pour toute question, voilà, Merci. éventuelle. Merci à vous tous. Au revoir. Merci. Bonne Au Au journée. revoir. revoir, merci.